Ah non, non, c'est peut-être moi qui dois commencer. C'était quoi? Qu'est-ce qu'il dit? euh, KFC, Nuggets... Yo les poulets! Yo les poulets et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors là on va attaquer la deuxième partie de notre tuto aérographe. Alors aujourd'hui on va parler technique de peinture. On va rentrer dans le concret, tu vois, dans ce que tu veux savoir, tout bêtement. Hein. Alors comme je te dis dans la dernière vidéo, le principe de base c'est tu appuies sur la gâchette, on envoie l'air, tu tires, on libère la peinture. Ça veut dire qu'il y a un minimum de doigté à avoir. Hein. Tu n'y vas pas comme un bourrin si tu veux. À part dans certains cas extrêmes, tu rechercherais certains effets. Alors là, ce que tu vas faire, c'est on va prendre une feuille de papier. Et là, tu vas prendre ton aéro et tu vas commencer à faire de la peinture dessus, tout simplement, pour le prendre en main, pour commencer à ressentir comment réagit ton aéro, en fait, tout simplement, faut que tu le ressentes. Voilà. Alors, une fois que tu as fait un petit peu mumuse, maintenant, sur ta feuille, tu vas me faire des lignes droites. Et ce que je veux, c'est que tes lignes, on n'ait pas l'impression qu'il y a un pâté au début de la ligne et à la fin de la ligne. Je veux que la ligne soit fluide. Voilà, je vais t'envoyer une vidéo, tu vois, les premières lignes, elles sont fluides, et tu vois, au-dessus, je vais rester un petit peu, tu vois, ça va foncer, ta couleur va ressortir plus forte, plus intensément. Et bah, je veux pas que ça fasse ça sur les bords, sur les extrémités de tes lignes, en fait. Voilà, tu feras tout ça après la vidéo, bien sûr. T'es pas obligé de le faire pendant. On va continuer à causer tout ça. C'est pas très pratique pour toi. Donc maintenant, tu poses ton aéro et tu m'écoutes. Alors, faut savoir qu'une chose, c'est qu'à l'aérographe, souvent, on va jouer sur les transparences. Fait que en fait, ta couche de peinture va être tellement fine que par transparence, tu vas voir ce qu'il y a en dessous. Donc l'idéal, c'est qu'avant de commencer à faire tes couleurs à l'aéro, faut que ton support soit déjà peint en gris neutre. Alors pourquoi du gris neutre ? En fait, le gris neutre, c'est la teinte exacte à mi-chemin entre un noir et un blanc. Donc si par exemple, on met du rouge sur du noir, en fait, ton rouge il va ressortir plus foncé. Si tu mets du rouge sur du blanc, ton rouge va ressortir plus clair. Si tu mets sur un gris neutre, il va ressortir rouge comme il est dans ton pot de peinture, si tu veux, tout bêtement. Hein. Ensuite, tu vas faire ta couleur standard. Hein. Tu vas faire un rouge, un bleu, un jaune, ce que tu veux, en fait, il n'y a pas de souci. Tu fais une couleur. Ensuite, on va travailler ce qu'on appelle les ombrages et les éclairages. Donc un ombrage c'est quoi? C'est avec une couleur plus foncée, on verra après comment la choisir. Donc tu vas prendre une couleur plus foncée et avec cette couleur, tu vas faire ressortir tous les petits creux que tu vas avoir dans ton support ou tous les contours de tous les reliefs de ton support. Ensuite, tu vas faire les éclairages ou les lumières, c'est mon choix, t'appelles ça comme tu veux. Alors parle pas les lumières qui m'éclairent, hein, bien sûr. Sois intelligent s'il te plaît, réfléchis un peu. Donc pour faire les lumières, tu vas prendre une couleur plus clair, pareil, on verra tout à l'heure comment la choisir. Et tu vas faire ressortir, en fait, l'inverse de ce que tu as fait avant. C'est-à-dire que tu vas pas faire ressortir les contours ou les creux, mais plutôt soit les bosses, soit le milieu des zones que tu as contournées avant aux ombrages, grosso modo, c'est ça. Mais après, tu verras, plus tu l'auras fait, plus tu le feras au feeling, en fait. Alors je me rends compte que j'ai mon téléphone qui a sonné pendant que je te parle, parce que, comme un blaireau, je l'ai pas mis en mode avion. Hein. Je croyais que je l'avais fait, mais apparemment, je l'ai pas fait. Donc t'es condamné à entendre parce que j'ai pas envie de retourner la séquence, ça me saoule. Putain, Eddie, tu fais chier, c'est toi en plus. Alors, comment on choisit ces fameux ombrages et ces fameuses lumières? Alors tu vas prendre ce qu'on appelle un disque chromatique. Je vais t'en afficher un qui doit être à peu près par ici, je regarde mon retour. Non, toi c'est l'autre côté. Donc il va être par là, hein. Tiens, voilà, par là. Voilà, tiens, voilà, là. Je l'ai lu. Alors comment choisir ces couleurs? Qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple? On va prendre du gris, tiens, parce qu'après tout, j'ai fait le test sur du gris, donc tu vas voir comment ça fait. On va prendre du gris. Quelle est la couleur plus foncée du gris, on va dire? Le noir. Le gris, en fait, le plus clair possible, c'est le blanc. T'as pas, voilà. C'est vraiment du gris très très clair, ça fait du blanc. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Et tes ombrages, tu vas les faire au noir et tes lumières au blanc.
Alors ça serait un rouge, hein, tes éclairages par exemple, tu pourrais les faire avec un rose, parce que ça reste un rouge qui a été éclairci. Tu peux prendre un orange, parce que ça reste un rouge qui a été éclairci avec du jaune, mais ça reste une base de rouge. Si tu veux faire un ombrage, tu peux prendre un rouge bordeaux par exemple, ou tu peux prendre un violet. Un violet, c'est ni plus ni moins que du bleu avec du rouge par exemple. En fait, l'important c'est que tu gardes une base de ta couleur d'origine dans le mélange que tu vas utiliser après pour faire ton ombrage ou ta lumière. Si tu fais ça, ça va coller, il n'y a pas de problème, ça va coller sans souci. Alors après, si tu veux, tu as Bebop de Fenêtre sur Diorama qui est dans un de ses tutos, je sais plus quel, il va falloir chercher, qui explique le fonctionnement du cercle chromatique. Donc lui, il connaît ça bien mieux que moi, hein, vu la vieille, le pépère hein, quand même. Hein. Il a aussi vu qu'il est grand d'ailleurs. Hein, voilà. Donc n'hésite pas à aller voir sa chaîne et à voir son tuto sur le cercle chromatique. Alors bien sûr, qui dit couleur différente, dit qu'il va falloir changer la peinture qu'il y a dans ton godet. Donc, si par exemple tu n'as pas achevé la peinture qu'il y a dans ton godet, bah, tu la jettes pas, hein, parce que faut pas se leurrer, ce genre de pot, ça coûte cher, hein, je crois que ça doit avoir pour 5 ou 7 euros, je sais plus, mais bon, ça coûte quand même rush hein, pour ce que c'est. Donc, récupère-la, donc tu utilises une pipette, ou alors, ce pot-là, par exemple, il a mis de sa propre petite pipette, hein, regarde, tu vois. Bon, il n'y a pas de mise au point, mais t'as compris. Donc celui-là, il peut récupérer sa peinture tout seul, mais par exemple, la Mig ou la Valero, elle ne peut pas. Donc tu t'achètes des pipettes, hein, ça coûte que dalle. Une centaine de pipettes sur Amazon, ça coûte 3 euros. Hein, donc voilà. Et donc tu récupères la peinture, tu la remets dedans, et ensuite tu rinces ton godet avec de l'alcool à 90 ou des diluants déjà vendus pour le nettoyage sur les sites d'aérographe. Alors pour ça, tu mets ton produit dans le godet, avec un petit pinceau, tu vas frotter un petit peu à l'intérieur, tac tac, et après tu aspires. Non, d'ailleurs tu n'aspires pas, hein, tu actionnes le truc, parce que si tu aspires, je te promets pas que tu vas rester en bonne santé longtemps. Alors ce qui peut être pratique, c'est ce type d'outil. Ça permet déjà d'une part de reposer ton aérographe quand tu t'en sers pas. Il est posé, tu vois, regarde, ton godet il est bien droit, donc ta peinture ne peut pas couler, et tu as protégé ton aiguille et ne peut pas prendre de coups. Mais il y a une deuxième astuce, c'est que quand tu as par exemple ton produit dedans, et bah là tu peux l'actionner, tu vides en fait, et ton produit va se vider là-dedans. Comme ça, bah tu galères pas à le balancer quelque part, on va aller sur un évier en fait. Ça se vide dedans directement, c'est super pratique. Je pense, j'ai dû payer ça 5 ou 10 euros, je m'en rappelle plus, c'est pas la ruine et c'est super pratique. Moi je conseille vraiment d'en avoir un. Et ensuite tu remets ta nouvelle peinture dedans et tu enchaînes. Alors il se peut que tu aies une petite cochonnerie qui se mette dans la buse et qui te bouche partiellement ou totalement ton aéro, qui va te crachoter ta peinture, etc. Alors la technique de base, alors tu fais attention, ça peut en mettre partout, donc tout de même en gros ça craint rien. Avec tes doigts, alors tu fais attention à pas abîmer ton aiguille, tu mets tes doigts par ici, tu bouches en fait l'arrivée d'air, enfin la sortie d'air, tu actionnes. Et en fait là, elle va ressortir par là, donc ça risque de faire peut-être un peu gicler ce qu'il y a dedans. Donc dans ces cas-là, au pire, si c'est bouché, tu retires la peinture, tu mets un petit coup de diluant et ou d'air ou d'eau ou de ce que tu veux, et puis voilà, mais tu ne te mets pas à côté de ton support parce qu'il risque de prendre plein de peinture, ça sera un peu. Et si vraiment ça marche pas, il faudra vraiment le démonter pour nettoyer. Mais ça, on verra ça dans la prochaine vidéo, hein, le démontage et le nettoyage. Alors le truc important aussi à savoir, je vois ça beaucoup dans les commentaires sur Facebook ou sur YouTube. L'aérographe ne remplace pas le brush. Surtout, dites-vous bien ça ne remplace pas le brush sur un diorama. C'est très important un brush. Voilà, l'aéro peut vous permettre de faire plein d'effets, plein de choses, hein, ça déchire sa mère hein, comme instrument. Mais le brush va vous donner un autre rendu. Donc après, il se peut que vous n'ayez pas besoin de faire de brush. Hein. Il y a des diorameurs qui ne feront pas de brush parce qu'ils n'en ont pas envie, parce qu'ils n'aiment pas ça, ou parce que leur thème hein, ne colle pas. Vous prenez un diorama Disney, hein, petite dédicace à Stéphane, pas de brush. Hein, le Bip Bip et Coyote, pas de brush dessus. Mais parce que si la thématique s'y prête. Maintenant, tu veux faire un diorama Dragon Ball, One Piece, Senseiya, pour citer les basiques. Ouais, pas de brush, alors moi c'est mes goûts, mais moi ça sans brush j'adhère pas. Bon maintenant ça reste mes goûts à moi, mais voilà. Mais dites-vous que faut pas un diorama où tu aurais fait un brush en temps normal, bah même avec l'aéro tu fais quand même le brush derrière, parce que ça fera ressortir les reliefs encore d'une autre façon en plus. Les deux cumulés vont te faire des trucs de ouf, hein, faut pas se leurrer, ça te faire des super trucs qui déchirent sa mère. Bon bah voilà, on arrive à la fin de cette deuxième vidéo, si je me trompe pas, oui c'est ça, deuxième. Donc comme d'habitude, hein, tu vas sur Facebook, tu partages, tu te fais plaisir, tu envoies ça à tout le monde, à tous tes contacts, et ce que tu veux. Si tu as des questions, tu me les poses en commentaire, je te répondrai, pas de problème. Si tu as envie de m'aider, de me faire un petit don, bah tu vas sur Tipeee, t'as le lien en description, hein. Je vais arriver. Hein. Je vais pas dire qu'il fait tard, oh putain, encore mon téléphone, tu vois. Bon, Tezo, c'est toi cette fois. T'es chiant hein, Tezo d'ailleurs qui fait des petits tutos aussi sur sa chaîne.
des audioramas, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour, c'est très sympathique. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus où j'en étais avec toutes ces conneries. Donc, Facebook, YouTube, tu partages. Si tu veux me faire un petit don sur Tipeee, tu as le lien en description. Sur ce, je te dis à dans certainement une semaine, je pense, pour la prochaine vidéo, c'est-à-dire la troisième partie de notre tuto, le nettoyage, l'entretien du matériel. Ciao mon poulet! Pour Cocobéco, nuage magique! Appliquez-vous, hein!